Souleymane Niang. Les membres du gouvernement ont jusqu'au 31 août prochain pour faire leur déclaration de patrimoine, comme les y oblige une loi de 2004. Cette date limite a été fixée et leur a été communiquée hier en Conseil des ministres par le président de la République. Qui sont les assujettis et que risquent-ils s'ils ne se conforment pas à la législation en la matière? Réponse avec vous, Mohamed Ali Mouba. Sont assujettis à la déclaration de patrimoine le président de l'Assemblée nationale et son premier questeur, le Premier ministre et les ministres, tout comme le président du Conseil économique, social et environnemental et tous les administrateurs de crédit, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. En clair, la loi 2014 ne prévoit pas de déclaration de patrimoine pour le chef de l'État, le président de la République. Toutes ces autorités doivent faire leur déclaration certifiée sur l'honneur exact et sincère de leur situation patrimoniale, leurs propres biens ou les biens en commun. Cela suivant les 3 mois après leur nomination. Même obligation à la sortie. Et il y a des sanctions prévues en cas d'inobservance de la loi. Si c'est un élu, il perd le quart de ses émoluments. Si c'est un fonctionnaire, il pourra être relevé. Et c'est bien la faiblesse de la loi, car il n'y a aucun caractère contraignant. L'OFNAC ne peut contraindre ceux qui ne respectent pas la loi. Seul le président de la République peut juger de la faculté de relever ou de maintenir un collaborateur. Et si c'est un élu, celui-ci peut plaider lui aussi le cas de force majeure comme fait justificatif sérieux. Et la présidente de l'OFNAC actuelle, Seynabou Ndiaye Diakhaté, a avoué à moult reprises sa faiblesse devant des fonctionnaires et autres élus qui refusent de faire leur déclaration de patrimoine, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Mohamed Ali Mouba, l'ancienne ministre en charge de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance, Ramatoulaye Gueye Diop, souligne qu'il n'est pas facile pour les ministres de s'acquitter de la déclaration de patrimoine. Elle propose que cette obligation se fasse avant l'entrée en fonction au moment de l'enquête de moralité. Ramatoulaye Gueye Diop est avec El Hadj Ndiogou Diène. Je soutiens le président de la République. Mais il faut dire aussi que c'est un exercice qui peut être sérieux pour un ministre qui vient pour la première fois d'intégrer un cabinet. Parce qu'il y a des facteurs justificatifs à fournir et tout ça. Et je pense qu'il serait peut-être beaucoup plus judicieux. Lors de l'enquête de moralité, moi j'aurais proposé que ce soit un exercice à faire lors de l'enquête de moralité. Même si après la personne n'est pas choisie, qu'au moins qu'elle ait plus le temps de collecter toutes les pièces justificatives et de les déposer auprès de l'OFNAC. Quand on vient d'être nouvellement nommé dans un département ministériel, il n'est pas aisé pour le ministre de courir à gauche et à droite pour pouvoir rassembler toute cette documentation. Mais c'est quelque chose qui est vraiment normal. Et j'invite tous les Sénégalais, ceux qui ne gèrent pas des portefeuilles, à le faire automatiquement. C'est une question de transparence. Mais pourquoi les ministres rechignent à faire leur déclaration de patrimoine et traînent les pieds? En fait, ils ne traînent pas les pieds. C'est un exercice un peu difficile. Connaissant l'administration, ce n'est pas très facile. C'est des va-et-vient incessants. Et quand on est ministre, face à très des responsabilités, il faut qu'on laisse de côté quelque chose que l'on ne juge pas très, je ne dirais pas très important, mais très urgent. Vous, personnellement, est-ce que vous aviez fait votre déclaration de patrimoine? Ça, je ne pourrais le dire en public. Il est 12h06. La modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vue de déchoir un député expulsé de son parti de son mandat. Ce retocage donc évoqué dans le cadre de l'affaire des insultes proférées par Moustapha Cissé Lo n'est pas à l'ordre du jour. C'est du moins ce que dit la députée Awa Gueye de l'APR. La présidente de la commission santé de l'Assemblée nationale était l'invitée de RFM Matin. C'est des informations véhiculées express par une certaine opposition pour nous mettre en mal avec la population. Mais cette question n'est pas du tout à l'ordre du jour. Ah oui? Oui, cette question n'est pas à l'ordre du jour à l'Assemblée. Ce que nous avons fait avec notre ex-camarade Moustapha Cissé Lo, c'est qu'il a violé l'article 15 du statut de notre parti.
qui dit que tout militant de l'APR doit avoir un comportement irréprochable. Et donc, comme il a un comportement que tout le Sénégal a fustigé, on l'a exclu de notre parti. C'est la commission des disciplines qui s'est prononcée. Après, maintenant, au niveau du groupe parlementaire, qui est un groupe politique, mais le groupe s'est réuni et a décidé donc de le sortir du groupe. Et c'est pourquoi donc il a été renvoyé du groupe parlementaire. Et ça, on s'en arrête là. On s'en arrête là parce que l'article 60 est très clair, de la Constitution est très clair. Tout député qui démissionne de son parti perd son mandat. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une démission. Il s'agit d'un camarade qui a été sanctionné et qui a été exclu du parti. Et donc, je pense que nous en arrêtons là. Jusqu'à ce qu'on parte en vacances le 30 juin, et jusqu'à nos jours même, je peux le dire, il n'a jamais été à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. On n'a jamais assisté à une quelconque réunion ou alors véhiculer une certaine information qui demande à ce qu'on aille vers la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou alors qu'on aille vers une réforme constitutionnelle. Ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Reparlons du Conseil des ministres qui s'est réuni hier. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Culture et de la Communication de veiller à l'application optimale de la nouvelle convention collective des journalistes et techniciens de la communication. Les acteurs de la presse saluent l'initiative du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias, mais ils soulignent qu'il faut au préalable appliquer le nouveau code de la presse. Nafissa Toussila. La finalisation de la mise en œuvre de la convention collective pour le secteur de la presse, une avancée pour le SYNPICS et le CEDEPS. Mais pour plus d'efficacité, il y a plus urgent que la convention elle-même, nous dit Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS. Il s'agit pour lui du code de la presse. Ils ont de l'efficacité, d'accord? Parce que si aujourd'hui il y a un décret qui est dans les circuits pour un décret qui va déterminer qui est entreprise de presse et qui ne l'est pas, et si on part du principe que la convention elle lie les entreprises de presse aux employés, donc vous comprendrez que ça ne servirait presque pas à grand chose de l'appliquer maintenant sans savoir si demain les critères qui déterminent une entreprise de presse vont changer ou pas. Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, est sur la même longueur d'onde et soutient qu'il s'agit d'une coquille vide. Malheureusement, ce code de la presse-là, qui devait créer un nouvel environnement juridique, un nouvel environnement économique et social dans le secteur de la presse, ce nouveau code de la presse-là est une coquille vide jusqu'au jour où nous parlons. Aucun texte d'application n'a été pris pour donner un contenu au code de la presse. C'est, disons, une situation déplorable, en ce sens qu'il y a des textes fondamentaux qui devaient être pris. Pour ces professionnels des médias, l'urgence est là. Pour nous, le préalable pour que la convention collective puisse être appliquée correctement comme l'a demandé le chef de l'État, c'est que les décrets d'application soient pris. Tels que le décret ou l'arrêté sur le statut de l'entreprise de presse, la loi sur la publicité, la loi sur la ARCA, qui va remplacer le CNRA, et donc un certain nombre de textes qui n'ont pas été pris. Il y a un texte très important, c'est la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse, qui est une sorte de banque pour les entreprises de presse. Donc, en l'absence de tous ces textes-là, demander l'application de la convention collective, c'est une sorte de non-sens. Dans tous les cas, les professionnels de la presse attendent un meilleur traitement et des conditions de travail irréprochables. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, Tabaski 2020, les moutons arrivent à compte-gouttes dans la région de Dakar. À Pikine, on est loin du compte. 12 000 moutons attendus à Guédiawaye cette année. Seules 3 000 têtes de bêtes sont arrivées sur place à ce jour. Salif Sow note un déficit de moutons et craint pour la deuxième fois consécutive cette pénurie. Je vous propose d'entendre son reportage. L'année dernière, il faut reconnaître qu'il y avait un certain déficit de moutons. Une désagréable situation qui risque de se reproduire. La soudure ajoutée à la pandémie n'augure rien de bon à Guédiawaye où sont attendus 12 000 moutons. Pape Daoudegay, chef de service départemental de l'élevage. Que la zone d'hier, on était à 3 552. Là, ça va venir? Oui, il y a les animaux qui sont en route et on nous signale que quand même il y a des promoteurs qui sont en route, qui viennent avec leurs animaux. Une attente
un contexte particulier, des mesures particulières. Covid-19 oblige les mesures barrières répétées. Pour empêcher en tout cas toute propagation du virus. Parmi ces précautions, il faut noter surtout le dispositif de lavage des mains. Et on exhorte vraiment ceux qui fréquentent les points de vente de ne pas y aller sans. Pour ce qui est des opérateurs, là, nous allons veiller à ce que tous les commerçants de moutons soient protégés. Des vendeurs de moutons répartis dans 4 points de vente autorisés au lieu de 5 habituels. Le nombre de sites est revu à la baisse à cause des chantiers du BRT, Bus Rapid Transit. À 2 semaines de la Tabaski, il faut débourser au minimum 80 000 francs CFA pour un mouton. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Autre ingrédient incontournable du repas de la Tabaski, l'oignon. Le prix à la production est fixé à 325 francs pour la période de la fête de Tabaski dans la zone de Potou. Et la nouveauté cette année, c'est qu'il n'y aura pas d'oignons importés. Les producteurs sont chargés d'approvisionner le marché. Abraham Polpouy. Pas d'oignons importés pour la fête de la Tabaski. L'oignon local va être sur le marché. Dans la zone de Potou, le prix est fixé à 325 francs CFA à la production. Après une rencontre entre l'ARM et les producteurs, Djamio Diba est le président de l'interfilière oignon. C'est décidé maintenant. Le prix à la production, c'est 325. Les producteurs sont tombés d'accord et nous allons vendre ça à 325. Avec la fermeture du marché à l'importation, les producteurs rassurent déjà les consommateurs. Le marché va être bien approvisionné. Pas d'inquiétude à se faire. L'oignon sera disponible dans le marché et bientôt même. L'oignon se trouve actuellement dans les champs. Je profite de l'occasion pour juste demander aux cultivateurs de faire tout pour que l'État puisse avoir confiance en nous pour l'année prochaine. Nous devons respecter l'accord trouvé avec le gouvernement. Cette année, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. Les semences étaient de très bonne qualité et nous espérons une production de plus de 100 000 tonnes pour cette campagne. La campagne qui est en cette période d'hivernage. Pour cette campagne en période d'hivernage, l'oignon local qui sera disponible sur le marché est l'oignon rouge d'Aposta appelé Sonsa. Abraham Paul Pouipotou, Radio Futur Média. Et puis notez que demain vendredi, le ministre du Commerce va annoncer les prix fixés de la production au détail, mais il alerte déjà et appelle au respect des prix pour le bien du consommateur. À ce propos, écoutons Babacar Semben, directeur de l'exploitation de l'Agence de régulation des marchés ARM, au micro de Abraham Paul Pouy. Elle était en train de prendre toutes les responsabilités pour que le marché soit correctement approvisionné. Le ministère du Commerce a pris les devants. Nous sommes là aujourd'hui en visite de terrain. Il y aura un arrêté qui sera pris pour quand même fixer les stades de commerce pour chaque prix. Et cela va nous aider quand même à ce qu'au niveau producteur, si le prix est respecté au niveau des producteurs, que les autres stades, au niveau grossistes et commerçants, véritablement que le contrôle puisse se faire et que les gens puissent respecter les prix pour la Tabaski. La fixation du prix se fait de concert avec les producteurs. Il y a le compte d'exploitation du producteur qui est utilisé en collaboration avec les services du ministère de l'Agriculture et nous travaillons sur ça pour les petits producteurs, les agro-business, etc. Et ça nous aide quand même à définir un peu ou bien à évaluer les coûts de production. Vous mettez les marges et après donner un prix conseillé pour le producteur et pour les autres acteurs. En termes de stock de pommes de terre, il y a des stocks. En termes de stock d'oignons aussi, il y a des stocks et que le marché sera correctement approvisionné. Maintenant, ce qui reste, l'enjeu, c'est véritablement inviter les acteurs, à commencer par le producteur, à jouer le jeu. C'est-à-dire que les producteurs puissent vendre au prix qui sont conseillés, les commerçants aussi puissent vendre au prix conseillé et que véritablement tout le monde au niveau du Sénégal puisse accéder à ces produits-là. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Venons-en maintenant au point du jour sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1173 tests réalisés, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,55%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 84 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire, Rufisque 4, Mbao 3, Mamel 2, Mermoz 2, Wokam 2, Velengara 2, Cité Impôts et Domaines 1, Grand Dakar 1, HLM Grand Yoff 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1,
Pout 1, Sangalkam 1, Yombol 1, Ziguinchor 1 et zone A 1. 130 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 38 cas sont admis en service de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mercredi 15 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8481 cas ont été déclarés positifs, dont 5735 guéris, 156 décédés et donc 2589 sous traitement. Parlons maintenant de la riposte au Covid-19 et particulièrement de la stratégie de testing. La décentralisation des tests est effective à Kédougou et à Matam. Les opérations ont démarré. Une annonce du directeur du SNEPS pour le nombre de tests réalisés par jour. Le docteur Ousmane Gueye estime que c'est toujours dans le cadre du nouveau plan de riposte du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Salimata Aoua. La décentralisation des tests est effective. Matam et Kédougou ont commencé. Selon le directeur du SNEPS, c'est dans un souci de ratisser large, mais aussi d'équité. Docteur Ousmane Gueye. Effectivement, la décentralisation est devenue effective parce qu'aujourd'hui, Matam a commencé les tests. Kédougou également a commencé les tests. D'ailleurs, même Kédougou a testé un cas positif. Il y aura 6 sites supplémentaires. Donc, on a commencé. Et pourquoi ces tests? Je pense que c'est évident. Aujourd'hui, on ne peut pas se limiter uniquement aux portes d'entrée de Dakar, Touba, tout simplement. Il faudra voir que Kédougou, c'est une région frontalière, donc il y a des entrants, il y a des sortants. Donc, il est important aujourd'hui de mettre vraiment un laboratoire à ce niveau. Concernant le nombre de tests réalisés par jour, le directeur du SNEPS annonce qu'ils sont dans une logique de spécificité, c'est-à-dire tester les patients les plus vulnérables. Nous ne sommes plus dans une logique de sensibilité tout simplement qui consiste à ratisser large, mais nous sommes dans une logique de spécificité qui permet de tester réellement les patients qui en ont besoin ou bien les personnes qui en ont besoin. Je pense que c'est ça qui est important de savoir. Si vous avez remarqué, il y a 2 jours de cela, nous étions à 43 positifs, mais cela ne nous a pas empêché le lendemain d'aller à 100 et quelques positifs pour un test égal à 1000 et quelques ou bien 800 et quelques. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Avec ce nouveau plan de riposte, c'est une stratégie de lutte contre la pandémie qui doit être adaptée à l'assouplissement des mesures restrictives sur les populations. Une information sociale avant de refermer cette page nationale. 200 formateurs de la FASTEF à attendre les résultats de leurs examens depuis près d'1 an. C'est ce qui bloque leur intégration dans la fonction publique. Ils comptent se faire entendre si les autorités ne réagissent pas. Ces formateurs de la FASTEF ont tenu une conférence de presse ce matin. Compte rendu, Koumba Sandiane Faye. Ou non, l'attente est longue pour les formés de la FASTEF suivant les cours à distance. Ibrahima Diallo et camarades s'impatientent de voir le résultat affiché. Depuis presque 1 an, ces résultats tardent à sortir du fait d'une rétention des notes effectuées par les formateurs parce que cette situation a assez duré. Maintenant, nous avons décidé de porter ce combat parce qu'on n'a pas senti la réaction de nos syndicats sur la question. Ils sont plus de 200 à avoir fait l'examen. Le 5 août 2019, ces résultats demeurent si nécessaires pour leur intégration dans la fonction publique. Ils n'en peuvent plus, disent-ils. Après la sortie de ces résultats, les admis pourront enfin intégrer la fonction publique comme fonctionnaires ou décisionnaires, impactant directement sur le traitement salarial, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les dirigeants syndicaux. Personne d'entre eux n'a réagi. Une revendication collective qui a aujourd'hui donné naissance à ce collectif. Les adhérents ne s'en limiteront pas là. Ils comptent entamer d'autres actions pour obtenir gain de cause. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Georges Deki-Diop. Rebonjour, Souleymane. Mali d'abord, la CEDEAO en sapeurs-pompiers, l'organisation sous-régionale à Bamako depuis hier,
pour aider à résoudre la crise. La délégation de la CEDEAO n'a pas perdu du temps pour commencer ses consultations. À peine arrivée à Bamako, elle a rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a redit qu'il entendait dialoguer avec tout le monde. Aujourd'hui, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et son équipe vont recevoir les leaders du M5, la majorité présidentielle, les délégués de la société civile ainsi que les députés recalés par la Cour constitutionnelle. Ces derniers, les députés spoliés, avant même de rencontrer les émissaires, ont souligné ne pas partager l'approche de la CEDEAO. Famodion. Mohamed Sanous Nietao est membre du collectif. Il se veut formel. La proposition de la CEDEAO risque de créer davantage d'injustice et de frustration. Selon lui, la CEDEAO doit être vigilante car les circonscriptions dont il est question sont en grande majorité du centre ou du nord du pays où des administrateurs régionaux font du zèle. Le membre du collectif est convaincu que certains candidats ont été victimes de l'administration qui a inventé des chiffres fictifs dans des zones où il n'y a jamais eu d'élection. La Cour constitutionnelle a ignoré leur requête alors que les résultats de la CENI leur donnent gagnant. Pour ces raisons et d'autres, les candidats victimes des résultats proclamés par l'administration proposent à la médiation de la CEDEAO de revoir les résultats de la CENI, mais aussi et surtout de prendre en compte toutes les circonscriptions où il y a eu falsification, faux et usage de faux. Tout en exprimant leur volonté de rencontrer la CEDEAO, les députés spoliés se disent disponibles à toute proposition pour restituer le vote des Maliens conformément au résultat de la CENI. Notez que le M5 a annulé son rassemblement de demain. En lieu et place, des cérémonies d'hommage vont se tenir dans les lieux de culte, cérémonies en hommage aux personnes mortes lors des manifestations du week-end dernier. La délégation de la CEDEAO est à Bamako jusqu'à samedi, non loin du Mali, le Burkina. Là-bas, 5 personnalités, dont le préfet de Boudri et le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de la dite localité, ont péri par noyade mardi. Ils revenaient d'une mission après que leur véhicule a été emporté par les eaux d'une pluie diluvienne. En RDC, le bilan des victimes de la manifestation de Lubumbashi revu à la hausse. 5 ONG de défense des droits de l'homme avancent les chiffres de 7 morts, dont 4 corps repêchés dans la rivière Lubumbashi. Il y aurait eu également 23 personnes blessées et 30 portées disparues. Toutes ces personnes seraient formellement identifiées comme membres de l'UDPS, le parti présidentiel, qui manifestait contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. La Guinée rouvre ses frontières aériennes à partir de demain, vendredi. Une annonce du président Alpha Condé en fonction, précise-t-il, de la mise en place des dispositions et procédures sanitaires retenues et conformément au principe de réciprocité entre les pays d'origine et de destination. Dans un discours à la télévision nationale, il n'a pas évoqué une réouverture des frontières terrestres et maritimes, mais le président Condé a dit reconduire dans tout le pays pour 30 jours l'état d'urgence. En Tunisie, démission du Premier ministre Eliès Fafa. Et c'est hier qu'il a rendu le tablier alors qu'il était visé par une motion de censure à l'Assemblée. Le président de la République lui avait demandé, quelques heures plus tôt, de démissionner. Eliès Fafa a été nommé Premier ministre le 20 janvier dernier. Il dirigeait le gouvernement de coalition issu des élections législatives d'octobre dernier. Il est mis en cause pour conflit d'intérêts. Eliès Fafa est accusé d'avoir conservé des parts dans des sociétés privées qui ont remporté des contrats d'État pour un montant de 15 millions de dollars. Merci Georges. RFM Sport. Le ministre des Sports et le président du Comité national olympique font face à la presse à l'instant. Une sortie au lendemain de l'officialisation du report des Jeux olympiques 2022 de 2022 à 2026. Un coup dur pour les athlètes âgés de plus de 13 ans qui pour certains étaient en pleine préparation. C'est le sujet du dossier réalisé par Soda Thiam. Le report des JOJ Dakar 2022 en 2026 change les plans des encadreurs des athlètes qui devaient prendre part à cet événement. Kalidouka, entraîneur national des cadets et juniors de judo du Sénégal, en témoigne. C'est vraiment une déception nous en tant qu'encadreurs, en tant qu'athlètes. Je parle au nom des athlètes que j'ai sous la main. Donc on a commencé un travail. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas terminer le travail avec ces jeunes. Mais
aussi ça va permettre aussi aux fédérations de se préparer. Du côté de la natation, ce report est bénéfique aussi bien pour les athlètes que pour les dirigeants de cette discipline, estime le directeur technique national Avelino Montero. Préparer un athlète pour les Jeux Olympiques, c'est 8 ans. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a travaillé pendant 2 ans, donc depuis octobre 2018 qu'on a eu l'annonce. On est maintenant en 2020. Maintenant, il faudra travailler d'une autre façon et dire que maintenant on a 6 ans devant nous encore. Donc ça peut être bénéfique d'une manière générale. D'une manière plus particulière, je pense qu'on avait beaucoup de problèmes techniques et d'infrastructures liées à une discipline, à une spécialité de la natation qui est le plongeon. Non seulement le bassin de plongeon qu'on avait n'était pas réglementaire, et il y avait resté en suspens au niveau du comité olympique CIO. Est-ce qu'on allait le refaire ou bien changer le programme? Je pense maintenant on a 6 ans, ça va nous permettre de mettre l'infrastructure en norme à temps et de trouver le budget nécessaire. Pour d'autres disciplines comme le judo, tout est à refaire, de la détection à la préparation, affirme l'entraîneur Kalidouka. On a commencé un travail avec des jeunes qu'on avait déjà ciblés, donc des jeunes qui sont nés entre 2004, 2005, 2006. Là, nous n'allons pas terminer le travail qu'on a commencé avec ces mêmes jeunes. Donc, on va essayer de faire des détections pour essayer de voir avec d'autres jeunes qui seront nés en 2010, genre comme ça, 2009, 2008, genre comme ça, pour pouvoir commencer le travail. Et bon, pour les conséquences, on a perdu beaucoup de sous en fonction des détections, en fonction des rencontres, en fonction des entraînements de masse qu'on a fait. En tant que président commission technique du CNOS, Avelino Montero reconnaît aussi que c'est toute une génération qui sera sacrifiée. Parce que les JOJ, on n'a pas la chance de les faire 2 fois. On peut les faire qu'une fois parce que c'est une tranche d'âge bien précise. Par exemple, pour 2022, étaient concernés ceux qui sont nés entre 2007 et 2004. Maintenant que c'est reporté jusqu'en 2026, ça veut dire que ce sera pour ceux qui sont nés entre 2008 et 2011. Déjà avec ce report, des athlètes comme Boubacar Koulibaly du judo, Elhaj Abdouad taekwondo, Nana Dion natation et Lulelba canoë-kayak seront touchés par la limite d'âge. Des athlètes espoirs de médailles. Autre actualité sportive, football en Espagne, le champion de la Liga pourrait être connu dès ce soir. Le leader, le Real Madrid, peut être sacré en cas de victoire face à Villarreal. En cas de défaite du FC Barcelone devant Osasuna, les hommes de Zidane seront également champions à une journée de la fin. Et puis tous les matchs de la 37e et avant-dernière journée de la Liga se jouent à la même heure, 19h temps universel, en duplex à suivre en direct sur la RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant à Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde avec Binta Diallo. Les États-Unis, pays le plus touché par la pandémie de la Covid-19, affichent ce jeudi un bilan de près de 140 000 morts. Le Brésil, dans la même situation ou presque que le pays de Trump, 2e rang mondial en termes d'infection. En Espagne, c'est l'inquiétude d'une deuxième vague au vu de la situation en Catalogne. En Italie, les autorités hésitent à prolonger l'état d'urgence en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet, mais toutes les conditions sont réunies pour le faire, selon le chef du gouvernement italien. Le Portugal fait face à une flambée des cas d'infection. Ce jeudi, en Allemagne, le bilan de l'Institut Robert Koch fait état de plus de 200 000 cas de coronavirus. La Belgique s'inquiète aussi à cause de nouvelles vagues d'infection. La Covid-19 également en Afrique, selon l'OMS, le continent est à près de 600 000 cas. L'Organisation mondiale de la santé révèle que 22 pays ont vu leur nombre de cas augmenter en un mois seulement. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché, d'où un couvre-feu réimposé, les visites familiales interdites 2 mois après son déconfinement. Antananarivo, nous parlons de la capitale malgache, a été encore placée en confinement. En 10 jours seulement, Madagascar a enregistré plus de 1000 nouveaux cas de Covid-19. Le Maroc a imposé des restrictions aux événements sportifs et culturels, les stades publics fermés et un confinement décrété. D'autres mesures d'interdiction également prises après un déconfinement accéléré le mois dernier. En Tunisie, le couvre-feu a été levé depuis. Le pays compte 50 décès.
En Libye, le seul aéroport international est fermé. Un foyer de contamination s'est déclaré dans la ville de Chepra, où la guerre a anéanti tout effort de lutte contre la Covid-19. L'Égypte est à près de 400 morts, le Soudan 700 décès. L'Afrique centrale est-elle en ordre dispersé dans les stratégies de lutte contre la propagation du virus? Le Cameroun, troisième pays le plus touché de l'Afrique subsaharienne, derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria, est à près de 400 morts. La Guinée équatoriale est critiquée quant à elle par certaines organisations internationales de sa gestion jugée opaque de la crise sanitaire. RFM, reportage. Reportage Tabaski à Saint-Louis. Les arrivées de troupeaux de moutons de la Mauritanie sont encore très timides dans la région nord. Le marché n'est pas bien approvisionné et les forailles reçoivent des acheteurs qui marquent leur inquiétude face à des prix moyens entre 130 et 160 000 francs CFA. Les vendeurs ne rassurent guère les acheteurs sur une abondance dans le contexte du coronavirus. Mohamed Nabissila. Saint-Louis est dans les préparatifs de la Tabaski. Mais le marché n'est pas suffisamment alimenté en moutons. Douroukan, un chef de famille, marque son inquiétude. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Est-ce qu'il y en aura? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Avec la Covid-19, vraiment, les gens s'interrogent. Entre nous, amis, on se dit qu'il faudra vraiment que chacun soit prudent. Dès à présent, que chacun essaie de voir comment s'approprier le plus rapidement possible un mouton. On se soucie aussi des autres copains qui doivent venir de Dakar. Et je sais que Saint-Louis, les gens adorent la Tabaski. Mais sincèrement, Saint-Louis est une ville à approvisionner en moutons. Et pour cela, nous comptons beaucoup sur la Mauritanie. Pas seulement sur les moutons de race, il n'y en aura pas suffisamment. Un déplacement effectué dans quelques forailles de la vieille ville nous a permis d'avoir plus d'éléments. Moussa Djibiso du forail de Marmial, très célèbre dans la vente des moutons, décrypte la situation qui est loin de rassurer. Nous ne pouvons pas donner de garantie s'il y aura assez de moutons ou pas à cause de la pandémie du coronavirus. Nous avons très peu de partenaires mauritaniens qui sont venus et nous ne désespérons pas. Non loin de là, des marchandages ont bien commencé avec un écart constaté sur les propositions. C'est trop cher. J'ai donné le gars à 120 000. Bon, il a refusé, il me dit que 140, 150. Mais les acteurs appellent l'État à faciliter l'arrivée de troupeaux pour que chacun trouve un mouton à la portée de sa bourse. Donc les moutons que je vois ici, vraiment c'est trop cher, c'est trop cher. À ce moment, j'ai vu que presque pas 100 moutons. Nous voulons que le président de la République vienne nous aider à que tout le monde fête la Tabaski tranquillement, avoir un mouton à bon prix. Il faut que le président de la République parle pour que peut-être diminuer les prix. À Saint-Louis, on est loin des années de grands rushs de vendeurs mauritaniens qui, pour le moment, peuvent être comptés sur le bout des doigts dans les forailles destinées à la vente de moutons. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 16 juillet 2020, lue et commentée par Georges Détidjop. Les ministres sont avertis et ils doivent se le tenir pour dit. Ils ont un peu plus d'un mois pour faire leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. 45 jours tout au plus. Délai de rigueur fin août. Selon l'Observateur, à sa page 2, le président Sall a rappelé hier en réunion de conseil des ministres l'impératif à tous ses collaborateurs de s'y conformer. Ainsi, comme s'il s'était passé le mot, l'AS et Vox Populi affirment que Macky fixe un ultimatum à son gouvernement, à ses ministres. Pour le journal Le Quotidien, Macky relance le chrono. Mon confrère souligne qu'après plus d'un an, il secoue ses ministres. Seulement, Le Quotidien ne manque pas de se poser plusieurs questions. Fallait-il accorder 45 jours de plus à des personnes qui ont bénéficié de plus d'un an pour se soumettre à leurs obligations? L'OFNAC avait-il besoin d'attendre tout ce temps et se montrer accommodante avec ces personnes à la limite de l'illégalité? Après la publication des rapports de l'inspection générale d'État, Macky Sall préparerait-il un coup contre certains de ses ministres? L'AS se pose lui aussi une autre question et pas des moindres. Si le président cherchait à connaître le trésor de guerre de ses potentiels challengers, une chose pour le moins sûre aux yeux du quotidien Les Échos est qu'en attendant
Cependant, 15 mois après la formation du gouvernement pour exiger à ses ministres de se conformer avant fin août, Macky avoue implicitement la violation de la loi. Quant au journal Enquête, il affirme que Macky se fâche après la publication des rapports de l'inspection générale d'État qui semblent lui rappeler ses idées de bonne gouvernance. Le journal souligne qu'en plus de demander à ses ministres de se conformer à la déclaration de patrimoine, le chef de l'État veut la mutualisation des services financiers que sont le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, l'ADER et les TPE. À la une de l'Observateur, l'engrenage des cas graves. Précision, le journal ne parle pas du coronavirus, mais plutôt de la spirale de scandales et de controverses. Mon confrère fait état de 12 affaires qui ont suscité la colère du peuple ces 4 derniers mois. Entre autres, l'affaire des gazelles Oryx impliquant le ministre de l'Environnement, l'affaire Sénélec Akile, la loi d'habilitation, l'honorariat au Conseil économique, social et environnemental, l'affaire Bati Plus, les insultes de Moustapha Cissé Lo, les terres de Ndengler, le bradage du littoral, les couacs notés dans l'acheminement et la distribution des kits alimentaires pour atténuer la souffrance des populations dans ce contexte de pandémie. La Covid-19, justement, Source A révèle qu'à cause d'imprévus dans la riposte sanitaire, le budget de guerre de 64 milliards de francs CFA est passé à 77 milliards de francs CFA. Les autorités qui, selon Source A, ne s'attendaient pas à ce que la lutte contre la Covid-19 soit aussi longue, ont rajouté 13 milliards de francs CFA aux 64 initialement prévus. Et cette affaire d'enlèvement et de menace avec une arme dont les journaux se font l'écho, une affaire qui fait d'ailleurs l'objet de la une du journal Les Échos, une plainte déposée contre Cheikh Tidiane Sy, le fils de Serigne Moustapha Sy. Une plainte pour enlèvement et menace avec arme. Selon le journal, c'est ce à quoi devra faire face Cheikh Tidiane Sy. Le fils de Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidines, est accusé par Oumar Sy, un disciple qui est au service de feu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum depuis longtemps, de l'avoir menacé avec une arme enlevée et conduit de force chez son père Serigne Moustapha Sy. Ce dernier, selon mon confrère, s'intéresserait à la maison de feu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, sise à face à côté du domicile de Ahmed Khalifa Niasse. Le journal précise que la famille Al Maktoum est choqué, horrifié et indigné par l'attitude de leur grand frère Serigne Moustapha Sy. Serigne Abdoul Sy, fils de Al Maktoum, très remonté contre son grand frère de Serigne Moustapha Sy, entendu par la police de la Médina. Sport pour terminer, à la une du journal Record, Mercato, la piste marseillaise ravivée, Villas Boas ne lâche pas Mbaye Niang. Selon le journal, c'est le coach marseillais qui a lui-même relancé les débats. Il a donné des assurances à l'attaquant international sénégalais de Rennes pour son recrutement dès cet été. Dans le quotidien Stade, Sadio Mané exhorte Liverpool à enrôler Koulibaly. L'attaquant sénégalais de Liverpool confie qu'il serait très heureux de jouer avec lui dès cet été. À la première page du quotidien Stade, la Liga, le destin en main pour détrôner le Barça, le Real 11e trophée sous Zinedine Zidane. Ce soir, s'interroge le journal. Selon mon confrère, les merengues champions s'ils battent Villarreal. Et puis les journaux reviennent ce matin sur cet accord conclu entre le Sénégal et le CIO. Les JOJ de Dakar 2020, selon Stade, reportés à 2026. Le quotidien Vox Populi évoque le même sujet et fait état de l'effet du coronavirus sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Les JOJ Dakar 2022 repoussés jusqu'en 2026. Une décision inattendue prise d'un commun accord entre le président Sall et le patron du CIO, Thomas Bach. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h et bientôt 40 minutes, bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la déclaration de patrimoine au lendemain de l'ultimatum fixé par le chef de l'État à ses ministres pour faire leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC. Et pour en parler, nous avons en ligne et en direct avec nous M. Ngouda Falkan, ancien inspecteur général d'État. Monsieur Ngouda Falkan, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous l'avez entendu peut-être en même temps que nous, hier le chef de l'État lors du Conseil des ministres a instruit, pour utiliser la formule consacrée, ses ministres de faire leur déclaration de patrimoine avant le 31 août prochain. Question d'abord d'opportunité, qu'est-ce qui selon vous explique ce soudain rappel aux ministres de leur obligation de faire la déclaration de patrimoine? Oui, mais c'est très bien. Vous savez, c'est un problème qui a été posé par l'OFNAC depuis la présentation de son rapport.
Je crois que ce problème-là a été abordé. Et il n'y a qu'aujourd'hui le président de la République qui peut pousser en tout cas les autorités ministérielles à faire la déclaration de patrimoine qui est prévue par la loi de 2014. L'OFNAC n'a pas les moyens ni administratifs ni légaux, en tout cas pour contraindre ces personnalités-là à faire la déclaration. Ça, je crois qu'il le faut, c'est une nécessité. Ils ont l'obligation, 3 mois avant, après leur prise de service et 3 mois après la cessation de service, ils doivent déclarer leur patrimoine. Est-ce à dire que la loi n'est pas assez forte parce que la loi ne prévoit pas que le président de la République oblige ce qui relève de son autorité, c'est-à-dire tous les ministres, tous les administrateurs et ordonnateurs? Si, la loi, elle est très claire. Hein? C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir de sanction administrative peut faire obligation à l'assujetti à la déclaration, en tout cas de faire sa déclaration. C'est-à-dire, c'est l'esprit de la loi. Le président a aujourd'hui un pouvoir de sanction administrative sur l'ensemble, en tout cas, des autorités administratives, des fonctionnaires, etc., qu'il a eu à nommer. Ce qui nous amène à la lettre de la loi qui dit que... l'obligation de patrimoine doivent nécessairement le faire, et dans les délais requis. Mais cela participe aujourd'hui de la transparence. Ça, je crois que c'est une nécessité, c'est obligatoire. Ces autorités-là ne devaient même pas attendre que le président intervienne. Ils ont l'obligation. Il faut qu'ils respectent la loi. Alors, vous entendrez peut-être dans notre édition en Wolof notre correspondant à Hambourg qui a interrogé le ministre en charge des Transports, qui dit que lui, il a déjà fait sa déclaration. Donc, c'est peut-être pas tous les ministres qui sont concernés, et certains d'entre eux le sont certainement, sinon le président ne les aurait pas rappelés à l'ordre d'une certaine manière. La loi dit qu'en cas d'inobservation, pour ceux qui sont élus, un quart de leur émolument pourrait être retenu en attendant qu'ils se conforment. Pour ce qui relève de l'ordre administratif, donc des ministres également, c'est l'autorité qui peut prendre des sanctions, y compris en enlevant le titre qui fait que le porteur est obligé de faire sa déclaration de patrimoine. Est-ce que le président ne devrait pas simplement appliquer la loi en sanctionnant ceux qui ne se conforment pas, au lieu de les rappeler à l'ordre 15 mois ou 12 mois après l'expiration du délai obligatoire? Mais merci beaucoup. Mais les dispositions que vous venez de rappeler ne font que corroborer, en tout cas, ce que je viens de dire. Absolument. Je l'ai dit à l'appui de ce que vous avez dit. C'est lui qui les a nommés. Il a l'autorité de prononcer les sanctions. Il a la compétence plutôt de prononcer les sanctions. Bon, il y a un retard, certes. Mais vous voyez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les gens là n'ont pas déclaré. L'OFNAC l'a dénoncé. On parlait même de 400 assujettis à peu près qui n'avaient pas déclaré. Il faut aujourd'hui que ces gens-là déclarent. Bon, on aurait pu prendre les sanctions à l'époque. Ça, c'est une réalité, c'est ce que prévoit la loi. Bon, ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, le président sait que c'est une disposition à prendre, mais il faut que les gens se mettent à cela. Moi, je crois que... Et également réfléchir à la possibilité de donner un pouvoir à l'OFNAC de proposer au président de la République des sanctions à l'encontre des assujettis qui n'auront pas respecté leur obligation de déclaration. Je crois que c'est une réforme fondamentale qu'il convient d'intégrer dans cette loi-là. Dans la loi portant création et fonctionnement de... À l'OFNAC la possibilité de proposer. Ce serait peut-être l'occasion aussi de revoir certaines formulations. Par exemple, la loi dit qu'ils ont obligation de faire la déclaration, sauf s'il y a des justificatifs sérieux qui les empêchent de le faire. Deuxième chose, la loi dit que l'autorité administrative qui peut sanctionner a la faculté, pourra, ne dit pas qu'elle a l'obligation de sanctionner ceux qui ne se conforment pas à la loi. Non, mais vous savez,
la déclaration de patrimoine est une obligation. Ce que la loi dit, c'est ça. La déclaration de patrimoine, elle n'est pas facultative. Hein. Oui, mais la loi dit en cas d'inobservation, l'autorité, par exemple, en l'occurrence le président, pourra, ne dit pas devra sanctionner ceux qui ne se conforment pas. C'est une question de rédaction. Mais ce qui est clair aujourd'hui, dans tous les pays du monde, ceux qui sont assujettis à l'obligation de déclaration doivent déclarer. Et les délais sont bien, si vous voulez, décrits dans le texte. Et par rapport aux justificatifs sérieux Et par rapport aux justificatifs sérieux? Non, justificatif sérieux, c'est quoi? Une déclaration de patrimoine, elle peut se faire sous plusieurs formes. Il y a la déclaration sur l'honneur. Ce n'est pas le cas de ce type de déclaration que l'OFNAC prend. C'est une déclaration qui doit être justifiée. Une déclaration qui doit être justifiée, c'est une déclaration qui explique, qui donne les éléments d'explication sur l'évolution, ou en tout cas, les éléments de patrimoine, le passif et l'actif. Très bien. C'est uniquement ça. Oui, merci. Aujourd'hui, quand même si on regrette qu'il y ait des retards, je crois qu'il faut qu'à l'avenir, qu'on puisse trouver des solutions. Et ensuite, il est important d'élargir la déclaration de patrimoine à d'autres personnalités. Oui, même les corps de contrôle doivent déclarer leur patrimoine. L'OFNAC, les membres de l'OFNAC doivent déclarer leur patrimoine. Le président de l'OFNAC doit déclarer son patrimoine. Le président de la CENTIF, les autorités militaires, les autorités judiciaires, tout le monde, tous ceux qui sont susceptibles de tomber dans la corruption ou la fraude. Certains dérapages liés à la corruption, mais sont obligés aujourd'hui de déclarer leur patrimoine. On doit revoir cette loi-là. Je vous remercie infiniment, Gouda Falcane. Je rappelle que vous êtes ancien inspecteur général d'État. Merci pour tous ces éclairages. Nous accueillons maintenant Babacar Dione, journaliste que nous avons appelé très rapidement pour venir compléter notre plateau sur ce sujet. Babacar Dione, bonjour d'abord et merci infiniment d'avoir accepté dans ces conditions de participer à ce débat. C'est pas grave, Suleiman. Alors, Babacar, n'est-ce pas? Alors, Babacar, quelle est votre analyse, vous, de ce rappel à l'ordre du chef de l'État à certains de ses ministres, puisque apparemment certains d'entre eux se sont conformés, mais enfin ceux d'entre eux qui n'ont pas encore fait leur déclaration de patrimoine. Encore une fois, quelle est l'opportunité de cette décision, de cette instruction? Non, je crois que, Suleiman, ce qui s'est passé hier quand même est assez édifiant, parce qu'il y a eu quand même un rapport de l'inspection générale d'État. C'est après donc ce rapport de l'inspection générale d'État qu'on a entendu en Conseil des ministres, le président Macky Sall, donc demander, ou en tout cas donner instruction à ses ministres, de déclarer leur patrimoine. C'est une loi, c'est un décret qui a été signé en 2014. On ne comprend pas pourquoi il a attendu si longtemps pour demander à ses ministres de le faire, alors qu'on le sait. L'OFNAC avait demandé à certains ministres, en tout cas les responsables qui devaient le faire, de respecter cette loi, mais on a vu donc qu'ils ont fait face. Alors le président n'avait rien dit en ce moment. Alors, est-ce que lui-même, le président Macky Sall, a fait sa déclaration de patrimoine? On attend de voir. Alors, mais on ne comprend pas que ça puisse se faire en même temps que la sortie du rapport de l'IGE. Oui, soit dit en passant, Babacar, la loi ne fait pas obligation au chef de l'État, qualité, de déclarer son patrimoine, sauf à le considérer comme administrateur de crédit ou ordonnateur de dépenses et de recettes, ce qui n'est pas le cas non plus. C'est vrai. En dehors peut-être des fonds donc de la caisse noire qu'il gère et qu'il a augmenté donc à quelques milliards. Oui, peut-être. Donc on pourrait se poser la question. Mais je me dis que je ne comprends pas quand même que ça puisse se faire en même temps que sortie du rapport de DG. Parce que en écoutant tout à l'heure votre invité, j'étais en train de me demander, mais voilà, on est en train donc de créer un autre débat, certes important, mais un autre débat à la place donc de ces rapports qui sont sortis. Parce qu'il n'y a pas de suite. Est-ce qu'il y a un rapport, excusez-moi de la répétition, entre cette inspection, donc ces rapports sortis par l'inspection générale d'État et la déclaration de patrimoine? Donc on a l'impression que tout est lié alors que ce n'est pas le cas. Je crois qu'on attend d'abord, du président Sall, qu'il puisse prendre donc des décisions assez claires par rapport à ces décisions.
Est-ce que par rapport à ces rapports, il y a des personnalités qui ont été épinglées, alors que l'IGE, pas quand même une petite instance, on sait que c'est des magistrats, en tout cas aguerris, qui ont fait ces rapports. Il ne faut pas dire que c'est vrai, ils ont tous cette possibilité de se défendre par rapport aux accusations. Je crois que le président Macky Sall devrait, d'autant plus que c'est quelque chose qui se passe depuis longtemps. C'est vrai sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall doit prendre des décisions par rapport à ces accusations. On l'a entendu sur ce tableau et il vient donc pour parler de déclaration de patrimoine. Alors que depuis 2014, ça fait quand même, mine de rien, 6 ans maintenant, qu'il n'y a pas eu donc ce respect de la loi. Pourquoi il le dit maintenant? D'abord, c'est une chose. Et par rapport à ceux qui ne le font pas, ou qui ne le feront pas, ou qui le feront mal, le président Macky Sall va peut-être faire une autre enquête pour savoir est-ce qu'ils ont réellement déclaré leur patrimoine ou pas. Donc on est en train encore dans un autre processus qui va nous mener jusqu'où? Je crois que c'est comme un peu, disons, c'est un peu comparable au rapport de la Cour des comptes. Quand on a sorti le rapport de la Cour des comptes, on avait dit qu'il devait y avoir une commission d'enquête encore pour voir la véracité ou en tout cas voir les preuves de ces accusations. Alors, aujourd'hui encore, oui. on parle de déclaration de patrimoine et après on va suivre. Et moi, je crois juste quand même que c'est un pare-feu par rapport à la gravité des accusations quand même faites dans les rapports de l'inspection. Merci. Malheureusement, on a très peu de temps et on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Pendant que vous parliez, j'étais en train de faire une petite vérification parce que j'avais un doute. Le président de la République, en vertu de la Constitution, le président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. Donc, ce n'est pas la loi de 2014 qui fait obligation au chef de l'État de faire sa déclaration de patrimoine, c'est bien l'article 37 de la Constitution du Sénégal. En tout cas, Babacar Dione, merci beaucoup d'avoir pris part à ce point de vue qui portait sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie ainsi que M. Ngouda Falkan, ancien inspecteur général d'État. À 12h53, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir écouté. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a permis de vous la présenter dans d'excellentes conditions. Prochain rendez-vous avec l'actualité 13h, la principale édition de la mi-journée en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Allô Présidence.